Rebonjour, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule, je veux parler un peu plus des méthodes auto-rapportées. Donc, vous vous souvenez ce que ça veut dire auto-rapporter? C'est une stratégie où on va mesurer une variable en demandant à la personne de rapporter par elle-même à quel niveau elle est sur la variable. Tu sais. Et donc, ce qu'on va voir, c'est différentes façons de faire ça. Et on va voir différents problèmes avec ça et différentes stratégies pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Donc, on va d'abord passer très brièvement sur la question de format. Il y a différents formats qui peuvent être utilisés pour obtenir des données qu'on dit auto-rapportées. Le premier format, probablement le plus simple, c'est le format ouvert. Et en passant, vous connaissez déjà beaucoup de ces formats-là parce que ce sont les formats que vos professeurs utilisent lorsqu'ils vous testent très souvent dans des examens. Euh, je veux dire, des examens, ce sont littéralement un peu comme des sondages ou des outils auto-rapportés où vous devez rapporter ce que vous savez sur quelque chose. Vous devez rapporter votre capacité de résoudre un problème, quelque chose comme ça. Bon, premier format ouvert. Donc, dans le format ouvert, les répondants répondent ce qu'ils veulent. Ils ont un espace pour répondre ce qu'ils veulent. Alors, exemple, quelle personnalité publique admirez-vous le plus? Une ligne blanche où vous devez écrire. Comment étudiez-vous pour un examen? Pour avoir une ligne blanche ou un carré blanc dans lequel la personne écrit tout ce qu'elle fait. Et l'avantage de ce format-là, c'est qu'il donne aux chercheurs des informations qui sont beaucoup plus riches et spontanées que si c'était comme un choix forcé. Et donc, on peut aller chercher là de l'information euh, très, très subtile, très précise, qui est intéressante. Mais si ça c'est un avantage, il y a un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a toutes ces données-là. Il faut que ces données-là soient codées, qu'elles soient catégorisées, ce qui prend du temps, ce qui est difficile et ce qui est coûteux en termes de temps. Qu'est-ce que je veux dire par coder et catégoriser? Ben, imaginons que vous avez posé la question comment étudiez-vous pour un examen, par exemple. Dites-moi toutes les choses que vous faites. Puis vous avez demandé ça à 500 personnes. Puis imaginons qu'en moyenne, les gens écrivent trois choses. Trois manières dont ils se préparent pour un examen. Bon, 500 personnes fois 3, présupposant que tout le monde a répondu 3, là. OK? Ça fait 1500 réponses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il faut les coder, il faut les catégoriser. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer à travers, déterminer lesquelles sont des réponses qui font aucun sens. Comme si quelqu'un avait répondu à la question comment étudiez-vous pour un examen, puis il répondait j'aime étudier. Ben, c'est une réponse qui fait aucun sens. On ne va pas l'inclure parce que ce n'est pas une réponse à la question. Hein? Donc, il faut d'abord lire toutes les 1500, passer à travers, déterminer lesquelles sont des réponses valides, lesquelles sont des réponses invalides. Okay? Ensuite, il faut passer à travers. Imaginons que de ces 1500-là, je sais pas, imaginons que 100 étaient des réponses invalides. Okay? Ça nous laisse maintenant 1400 réponses valides. Mais là, ça se peut que dans ces 1400-là, il y en a plusieurs qui veulent dire la même chose. Comme par exemple, une réponse peut être, quelqu'un peut dire, je prends une feuille de papier puis j'écris tout ce dont je me souviens sur la feuille de papier. Puis quelqu'un d'autre pourrait dire, j'ouvre un fichier Word puis j'écris tout ce dont je me souviens. Puis quelqu'un d'autre pourrait dire, je m'enregistre puis je dis, sur l'enregistrement, je dis tout ce dont je me souviens. Mais ces trois réponses-là, même si elles ont l'air différentes, sont la même réponse qui est je me pratique à partir de ma mémoire, produire tout ce dont je me souviens, que ce soit sur papier, que ce soit sur vidéo, que ce soit peu importe. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut passer à travers toutes les 1400 réponses, puis déterminer c'est quoi les thèmes qui sortent de ça. Puis là, à partir de ça, on va peut-être remarquer qu'on a 5 ou 6 thèmes. Puis là, déterminer quel pourcentage des réponses sont de ce thème-là, quel pourcentage sont de ce thème-là, et ainsi de suite. Mais là, tu ne peux pas juste avoir une personne qui fait ça.
Parce que cette personne-là pourrait être biaisée. Fait que tu vas avoir 2 ou même 3 personnes qui font ça indépendamment, chacun de leur bord. Et si elles trouvent les mêmes thèmes, là, on peut s'entendre que les thèmes sont bons. Donc, il y a tout un processus qui est très long et coûteux avec ces genres de données-là. Même si ces données-là sont très intéressantes parce que ça donne souvent des informations riches. L'inverse de ça, mais je ne vais pas dire l'inverse, l'autre façon, c'est le choix forcé. Et vous êtes très habitué à ça dans le cadre de vos examens. Okay? Donc, ça, pour être plus efficace, on va restreindre les réponses possibles en offrant des items à choix forcé. Et donc, on demande aux répondants de donner leur opinion ou leur réponse en sélectionnant la meilleure option parmi plusieurs. Évidemment, on espère que les choix de réponse, ou je devrais dire, on travaille fort pour que les choix de réponse soient valides, soient des vraies choses que les gens pensent vraiment. Un exemple de ça, le Narcissistic Personality Inventory, le NPI de Raskin et Terry, qui mesure la personnalité narcissique chez les individus. Okay? C'est un instrument qui demande aux répondants de choisir un de 2 énoncés parmi 40 paires d'items. Donc, dans cet inventaire-là, comme on dit, cette mesure-là, vous avez 40 paires d'items qui vous sont présentés. Je vais vous montrer 2 paires ici. Et la première paire, c'est I really like to be the center of attention et It makes me uncomfortable to be the center of attention. Et on demande aux personnes de cocher celle qui représente le plus la personne. Okay? La deuxième paire, I'm going to be a great person. I hope I'm going to be successful. Hein? Cochez celle qui vous représente le plus. Puis il y en a 40 comme ça. Donc le Narcissistic Personality Inventory de Raskin et Terry utilise ce choix forcé-là pour aller mesurer la personnalité, pour la tendance narcissique au niveau de la personnalité des gens. Et vous aurez peut-être remarqué que dans les 2 paires qu'on voit ici, il y a une paire, il y a pas une paire, il y a une réponse qui est clairement plus la narcissique, okay, qui est la première dans chacun des cas, ici. Mais ça ne serait pas toujours la première réponse dans les 40, pareil, évidemment, là, ça serait tout mélangé. Puis, il y en a une qui est moins narcissique, on pourrait dire, qui est la deuxième dans chacun des cas ici, dans les 2 cas. Okay? Pas la deuxième, je devrais dire la deuxième de chaque paire, celle-ci et celle-là. Okay? Et donc, ce que ce test-là va faire, il y a 40 paires d'items, et donc il va compter chez une... Disons que vous faites le test, okay? Donc vous avez répondu à 40 paires, et les chercheurs vont simplement compter le nombre de réponses narcissiques que vous avez cochées et compter le nombre de réponses non narcissiques que vous avez cochées. Et évidemment, vous ne pouvez pas mettre les 2 dans une paire. Là. On vous demande c'est l'un ou l'autre, lequel vous décrit le mieux. Okay? Et avec ça, ils peuvent faire un calcul. Est-ce qu'il y a plus de réponses narcissiques que non narcissiques? Et s'il y en a plus passé un certain niveau significatif de statistiques, ben, ça veut dire que vous êtes relativement narcissique. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un bon exemple d'item à choix forcé. Un autre exemple sont les items à échelle de Likert. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut présenter des énoncés aux répondants et leur demander d'indiquer en quelle mesure ils sont d'accord ou ceci les représente. Mais non pas en demandant, comme tantôt, de simplement cocher l'énoncé qui les représente le plus, mais en leur présentant plusieurs énoncés différents et leur demandant de se prononcer sur ces énoncés-là en utilisant une échelle de mesure en n points. Par n, ici, je veux dire fill in the blanks, remplissez le vide, là. 3 points, 4 points, 5 points, peu importe. Okay? Pour ça, j'ai mis n pour étant vouloir dire en un certain nombre de points. Typiquement, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver du 7 points, 6 points, 5 points. C'est rare que vous avez plus que ça, que vous avez moins que ça. Donc ici, on a un exemple d'un item de la Rosenberg Self-Esteem Inventory, qui est un test qui mesure, un test
rapporté pour l'estime de soi. Vous avez une échelle ici en 5 points. Alors, il y a un item, I'm able to do things as well as most other people. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 1 égale strongly disagree. 5 égale strongly agree. Et on demande à la personne simplement de cocher. Okay? Vous allez aussi parfois avoir des questionnaires qui ont des questions de forme Likert uniquement, mais vous allez en avoir qui ont des questions de forme Likert, des questions ouvertes, des questions à paires, comme ce qu'on a vu tantôt. Et donc, on va appeler ces mesures-là des mesures hybrides en termes de format. En passant, ce qu'on vient de voir là pour Rosenberg, strongly disagree, strongly agree, ça c'est très souvent utilisé, cette notion de d'accord ou en désaccord. En quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec tel énoncé? Okay? Mais ce n'est pas la seule option possible. On peut demander aussi au répondant d'évaluer une affirmation en utilisant une échelle numérique ancrée à des adjectifs. Puis on appelle ça le sémantique différentiel. Donc, un exemple de sémantique différentielle, c'est, par exemple, comment vous sentez-vous en vous levant le matin? 1, complètement à terre. 5, une boule d'énergie. Okay? Donc ici, je n'ai pas demandé, lorsque je me lève le matin, je me sens vraiment plein d'énergie. 1, complètement en désaccord. 5, complètement d'accord. Mais ce que je peux faire à la place, c'est, ben, dans le fond, je peux utiliser plein d'adjectifs différents, de 1 à 5. Et on appelle ça du sémantique différentiel. Une autre possibilité de l'option désaccord d'accord est aussi l'option pas du tout et complètement. 1 égale pas du tout et 5 égale complètement. Et là, c'est vous jugez en quelle mesure chaque item vous représente. Donc, jugez en quelle mesure chaque item vous représente en tant que personne. Quand je me lève le matin, je suis plein d'énergie. 1, pas du tout. 5, complètement. Donc, tout ça, c'est des items de forme Likert, dans le fond. Désaccord, d'accord, pas du tout, complètement, ou n'importe quel adjectif, là, complètement à terre, une boule d'énergie. Ce sont toutes des échelles de forme Likert. Donc l'idée en gros, c'est que lorsque vous rédigez des items auto-rapportés, des mesures auto-rapportées avec des items, vous avez différents formats que vous pouvez utiliser. Okay? Mais il y a tout un défi et c'est tout un art que d'écrire des items auto-rapportés parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux par rapport à la formulation de ces items-là. Et certaines formulations sont problématiques et il y a certains problèmes qu'on peut essayer de régler avec certaines stratégies. Et c'est ce qu'on va voir là ici maintenant. Donc, comme on l'a déjà vu, la validité de construit est extrêmement importante pour un sondage. Okay? La validité de construit, vous vous souvenez, c'est est-ce que l'opérationnalisation que j'ai mesure vraiment bien ce que je souhaite mesurer? Okay? Ben, une des choses qui peut affecter la validité de construit, c'est comment les questions sont formulées et de quelle manière elles sont présentées aux répondants. Ces deux choses-là peuvent avoir une influence énorme, positive ou négative, sur les réponses que vous allez obtenir et donc sur la validité de construit de votre outil. Donc, en gros, il est extrêmement important que les questions soient claires et directes. Et il faut aussi s'assurer que non seulement leur formulation, mais aussi l'ordre dans lequel on les pose n'influence pas les répondants d'une certaine manière qui va biaiser les résultats et venir diminuer la validité de construit de l'étude. Donc, en général, si votre intention dans un sondage, et ça devrait être ça, c'est de capter les vraies opinions, par exemple, des répondants, ben, les items doivent être formulés de la manière la plus neutre possible. Okay? Parce que vous ne voulez pas que certaines questions ont une certaine teinte d'une certaine opinion ou quelque chose comme ça. Puis on va voir des exemples de mauvaises questions. Mais vous voulez écrire de manière la plus neutre possible. Hein? Et
il y a certaines stratégies pour savoir, ben, est-ce que, disons que vous avez différentes versions de la même question, puis vous ne savez pas, cette question-là, est-ce qu'elle est problématique ou non, je ne sais pas. J'en ai une version plus neutre ici, mais je trouve que la neutre est trop, je sais pas, la question je sais pas, elle est moins intéressante, disons, si elle est posée de manière plus neutre ou quelque chose. Donc, une chose que vous pouvez faire, si vous avez plusieurs versions de la même question, puis vous ne savez pas laquelle, s'il y en a qui sont problématiques, ben vous pouvez poser, disons que vous avez 4 versions. Non, faisons ça plus simple. 2 versions. Vous avez 2 versions de la même question, puis vous demandez laquelle est la meilleure, ou en fait, vous demandez s'il y en a une qui est plus problématique que l'autre. Ben, vous pouvez, dans un sondage, dans un pré-test, si on veut, donner les différentes versions de la même question. Si vous remarquez en regardant les résultats que les résultats sont identiques pour les 2 questions, peu importe la version, ben, vous pouvez conclure que la formulation ici ne biaise pas les réponses. Que les deux formats, les deux versions, les deux formulations de la question sont correctes, sont identiques. Et donc, vous pouvez dans le futur utiliser l'une ou l'autre à votre guise. Mais si vous remarquez que les résultats sont différents, ben là, c'est que même si c'est techniquement la même question, les deux formulations, les deux façons de formuler la même question semblent mesurer 2 choses différentes, là, subtilement. Ou peut-être il y en a une qui est plus biaisée que l'autre. Donc, peut-être vous souhaiteriez garder ces 2 formulations-là, mais dans un futur projet de recherche, lorsque vous les utilisez, lorsque vous rapportez les résultats, vous devriez peut-être rapporter les résultats séparément pour chacune des versions. Donc, quand on a posé la question de telle manière, on a eu je sais pas moi, tel pourcentage d'un échantillon qui a dit telle affaire. Mais quand on a posé la même question, mais de cette manière-ci maintenant, on a eu tel pourcentage à la place. Et donc, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on rapporte les deux. Peut-être que la vérité est quelque part entre ces 2 pourcentages-là, par exemple. Bon, alors voici certains problèmes qui peuvent arriver lorsqu'on est en train d'écrire des questions et qu'on n'est pas habitué à ça. Okay? Un problème, c'est les questions doubles. Parfois, la formulation d'un item peut être tellement complexe quand on l'écrit que les répondants éprouvent de la difficulté à y répondre correctement. Et une question double, c'est ça. C'est que la question est trop complexe parce qu'il y a trop d'informations dedans. En fait, on mesure 2 choses ou même plus dans une seule question et c'est un problème. Okay? Donc, une question double regroupe 2 questions en une phrase. Et c'est un problème. Ce n'est pas un genre de question qu'on peut utiliser. C'est quelque chose qu'on ne veut pas qu'il arrive. Exemple, concernant votre emploi présent, en quelle mesure êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre salaire et de l'ambiance sociale au bureau? Ici, on a une échelle complètement insatisfait, satisfaite, complètement satisfait, satisfaite, 1 à 5. Mais ici, on a un problème. On a un problème parce que cette dépendance que vous répondez, cette échelle-là peut, disons que vous répondez 2. Okay? C'est-tu... Donc, 2, disons que ça serait assez insatisfait, genre, assez insatisfait. Êtes-vous assez insatisfait de votre salaire? Assez insatisfait de l'ambiance sociale au bureau? Assez insatisfait des deux? On ne sait pas. On ne sait pas. Imaginez que vous répondez 3. Ça se peut-il que vous avez répondu 3 parce que vous êtes complètement insatisfait de votre salaire, mais complètement satisfait de l'ambiance sociale au bureau? Finalement, vous dites, bon, ben, un est vraiment poche, l'autre est vraiment génial, fait que je vais me mettre au milieu. Donc, on ne sait pas. On a aucune idée. C'est pour ça que c'est une très mauvaise formulation, une question double comme ça. Et donc, ces questions-là ont une faible validité de construit parce que on mesure pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure là-dedans. Les gens peuvent répondre soit à la première partie de la question uniquement, ou soit à la deuxième partie, ou ils peuvent répondre aux deux, puis on ne sait pas c'est lequel. Donc, cet système-là, chez certaines personnes, disons que les personnes se focusent juste sur le salaire dans ce système-là. Donc, cet système-là pourrait soit mesurer leur satisfaction par rapport à leur salaire. Si d'autres personnes focusent juste sur l'ambiance sociale, ça pourrait mesurer la satisfaction avec l'ambiance sociale. T'sais?
Et donc, vous ne pouvez pas avoir une question qui mesure la satisfaction au salaire et aussi qui mesure la satisfaction à l'ambiance, avec l'ambiance sociale au bureau. C'est deux choses différentes. Donc, la validité de construit est complètement cassée, là, ça ne fonctionne pas. Là. Donc, pour résoudre ce problème-là, évidemment, vous l'aurez deviné, il faut poser chaque question séparément. Concernant votre emploi présent, à quelle mesure êtes-vous satisfait de votre salaire? 1 à 5. Ensuite, concernant votre emploi présent, à quelle mesure êtes-vous satisfait avec l'ambiance sociale au bureau? 1 à 5. Un autre problème qu'on retrouve souvent, c'est des questions de négation. Les questions de négation, c'est des questions qui sont formulées négativement. Et ça aussi, ça réduit la validité de construit. Je vais vous donner un exemple. En fait, cet exemple-ci, il vient avec un certain contexte. Et le contexte est le suivant. Je pense que c'est dans les années 80 ou 90 aux États-Unis, il y avait eu un sondage sur cette tendance au, je ne sais pas comment dire en français, le déni du Holocauste, Holocaust denialism. Les gens qui croient que l'extermination des Juifs n'a pas eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ok? Aux États-Unis. Et vous avez toujours une extrême petite minorité qui ne croit pas que c'est arrivé, mais en général, les gens sont assez, comment dire, ils savent que c'est arrivé, et donc ils y croient, évidemment. Mais il y avait eu un sondage à un moment, effectué par je ne sais pas si c'était par un journal ou quelque chose comme ça. Et les résultats étaient que 20% de la population américaine ne croyait pas que l'Holocauste avait eu lieu. Et ça, c'est énorme, là, 20%. Deux personnes sur 10 qui auraient dit non, c'est jamais arrivé. Ça, c'est fake news, comme on pourrait dire aujourd'hui. Okay? Et ça, c'était énorme. Ça avait fait des manchettes jusqu'à temps que des chercheurs retracent l'outil qui avait été utilisé et analyse un peu les questions. Et voici une question qui avait été posée, qui est une question vraiment problématique. Problématique parce qu'il y a des éléments de négation dedans. Alors c'était Does it seem possible or does it seem impossible to you that the Nazi extermination of the Jews never happened? Donc pensez à ce que ça veut dire. Donc, does it seem possible or impossible? On nous demande de nous classer par rapport à possible or impossible. Présumément, c'est ça qu'il demandait aux gens, là. Possible or impossible. That the Nazi extermination of the Jews never happened. Donc, si je dis impossible that it never happened, il faut que je réfléchisse. Si je dis que c'est impossible que c'est jamais arrivé, donc je dis que c'est possible que ça soit arrivé, donc je crois que c'est arrivé. Mais si je dis que c'est possible que c'est jamais arrivé, ça veut dire que je crois pas que c'est arrivé. En tout cas, vous voyez comment, je veux dire, on peut en utilisant notre logique arriver à bien répondre à cette question-là, mais le fait qu'il faut que j'y travaille maintenant pour comprendre ce que je suis en train de dire est un énorme problème. Que dans le sens, il faut que je travaille mentalement là, pour essayer de dire qu'est-ce que ma réponse voudrait dire. Je suis en train de dire que j'y crois ou que j'y crois pas. Et donc, cette question-là est une question négative. L'aspect négatif ici, c'est le never happen. Ben en fait, c'est encore pire quand il y a du double négatif. Impossible, never happened, là c'est vraiment le bordel. C'est une très mauvaise question. Okay? Comparativement à quelque chose comme, et je pense que la question avait été reposée dans un autre sondage, et le 20% était devenu quelque chose comme du 0,1% ou même plus bas que ça. Comparativement à Does it seem possible to you that the Nazi extermination of the Jews never happened? Or do you feel certain that it happened? L'un ou l'autre. Okay? Donc, et donc, les résultats étaient je ne veux pas dire
tombait dans une moyenne acceptable, là, parce que c'est pas vraiment acceptable, mais considérant que certaines personnes vont naturellement, disons que considérant qu'il y a un certain petit pourcentage de la population qui va nier l'Holocauste, ben, c'était descendu à cette marge-là avec cette bonne question-là. Là. C'était plus à 20%. Okay? Donc, un exemple ici de des problèmes que peuvent causer des questions de négation. Parfois, c'est la présence, comme tantôt on avait impossible, never happen, c'est la double négation, mais des fois, la seule présence d'un seul mot négatif peut rendre une question plus problématique. Comme, voici une question que j'ai inventée, puis je prends des questions ici qui sont vraiment, en plus d'être mal formulées, elles sont controversées. Soit d'un bord ou de l'autre. Là. Je ne veux pas me placer d'un bord ou de l'autre, là, mais elles sont controversées. Donc, l'avortement ne devrait jamais être interdit. Complètement en désaccord, complètement d'accord. Juste vu comme ça, il faut vraiment travailler pour savoir, ok, disons que je dis complètement en désaccord, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire, si je suis complètement en désaccord que l'avortement ne devrait jamais être interdit, je sais même pas ce que je suis en train de dire en fait. Là. Essayons-le. Si je suis complètement d'accord que l'avortement ne devrait jamais être interdit. OK. Si je suis complètement d'accord, ça veut dire que je suis pro-choix. Et si je suis complètement en désaccord, ça doit vouloir dire que je suis pro-vie. Mais pour une raison ou une autre, c'est beaucoup plus simple de comprendre la réponse complètement d'accord que de comprendre la réponse complètement en désaccord. La réponse complètement d'accord que l'avortement ne devrait jamais être interdit, c'est relativement simple à comprendre. Mais complètement en désaccord que l'avortement ne devrait jamais être interdit, c'est comme weird à comprendre. Cette phrase-là est difficile à comprendre. Oups, voyons, je vais par en arrière. Là. Et donc, cette question-là, ce qu'on se rend compte si on analyse un peu, c'est qu'elle est plus facile à répondre pour ceux qui sont en faveur de l'avortement, pro-choix, et elle est plus difficile à répondre pour ceux qui sont contre l'avortement. Et ça, c'est weird, ça, c'est bizarre. Une question ne devrait pas être comme ça. Hein? Une question ne devrait pas être plus difficile à répondre si vous êtes d'une certaine opinion que si vous êtes d'une autre. Si oui, c'est une mauvaise question. Et en passant, la réponse, la raison pour laquelle elle est plus difficile, justement, pour les personnes qui seraient pro-vie, c'est que ces personnes-là doivent, pour répondre à la question, penser en double négation. Alors que ceux qui sont pro-choix il y a simplement une négation qui est jamais. Mais pour les pro-vie, il y a jamais et complètement en désaccord. Okay? Et donc, le problème, ce qu'on voit, c'est que dans cet item-là, le simple mot négatif jamais cause un problème. Si j'avais l'avortement devrait être interdit. Complètement en désaccord, complètement d'accord, ça serait vraiment plus simple. Et que vous soyez pro-vie ou pro-choix, vous n'auriez pas de problème à répondre à cette question-là, selon vos croyances personnelles. Hein? Donc ici, un autre exemple ici du problème de la négation. Maintenant, évidemment, il faut éviter d'inclure de la négation dans une question, mais des fois, c'est impossible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est poser des questions de deux manières distinctes. Pourquoi essayer de tout faire en une question lorsqu'on pourrait casser cette question-là en 2, 3, 4 versions même? Okay? Alors ici, on a l'avortement ne devrait jamais être interdit. 1, 2, 3, 4, 5. En quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant? 1, pas du tout d'accord. 5, complètement d'accord. L'avortement ne devrait jamais être interdit. Et en bas, je suis en faveur de restrictions fortes en ce qui concerne l'avortement. 1, 2, 3, 4, 5. 1 me représente pas du tout, 5 me représente beaucoup. Donc ça, c'est beaucoup plus clair. Là. Même si on a le terme jamais ici, qui est un terme de négation, on n'a pas cette échelle qui dit complètement en désaccord ou bien, regardons ce qu'on avait tantôt. Non, c'est ça. Ici,
Quand j'y pense, dans le fond, c'est quasiment même comme si on avait deux négations. Jamais, puis interdit, puis désaccord. Bref, c'est mal écrit. OK? Je ne veux pas essayer de faire une science exacte de ça, mais l'idée, c'est que parfois, vous allez écrire des questions, il va falloir les tester, et vous allez vous rendre compte en les testant qu'elles sont mal écrites parce qu'il y a un élément de négation, et que vous devez les casser plus, pour les casser, les rendre plus claires, pour essayer de faire en sorte que vous n'allez pas impacter négativement la validité de construit de votre mesure. Ouais, donc ça, c'est un exemple aussi ici où on a deux formulations, puis vous pouvez analyser la consistance des réponses. OK? Donc, vous avez la première qui pourrait être potentiellement problématique si vous utilisez du pas du tout d'accord puis complètement d'accord, parce que pas du tout puis jamais, c'est comme double négation. Puis vous avez celle-là qui est vraiment plus claire. En quelle manière est-ce que ceci vous représente 1 à 5? Je suis en faveur de restrictions fortes en ce qui concerne l'avortement. Donc ça, c'est complètement clair. Et la deuxième. Et n'oubliez pas que vous pouvez, si vous l'avez fait de deux manières distinctes, vous pouvez poser ces deux questions-là puis analyser la constante. Est-ce que les gens qui ont dit 5 ont dit 5 ici aussi? Est-ce que les gens qui ont dit 1 ont dit 1 aussi ici? Et si la constance est forte, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Okay? Mais donc, pour revoir ça en gros, ce que les questions à négation et les questions doubles, en passant, font aussi, c'est qu'elles réduisent la validité de construit et c'est que très souvent, au lieu de mesurer ce qu'elles veulent mesurer, elles vont en partie mesurer votre habilité ou votre motivation à bien réfléchir à la question, plutôt que votre opinion. Pourquoi? Parce qu'une question mal posée, c'est une question qui vous force à réfléchir beaucoup pour formuler votre réponse d'une manière qui est ce que vous voulez vraiment dire, qui représente vraiment ce que vous pensez. Et donc, si ça prend l'habilité pour faire ça, et ça prend de l'habilité pour réfléchir à ça, si ça prend de la motivation, il faut être motivé pour réfléchir à ça, ben ces questions-là, mal faites, d'une certaine manière, mesurent partiellement votre opinion, mais mesurent partiellement aussi en quelle mesure vous êtes prêt à réfléchir à ces questions-là pour y répondre d'une manière qui fait du sens selon vous. Et vous ne voulez pas mesurer ça. Parce que ce n'est pas une question qui est supposée mesurer votre habilité, votre motivation à réfléchir à la question. C'est supposé juste mesurer votre opinion. Un autre exemple qui est vraiment intéressant de questions mal posées, c'est des questions tendancieuses. Et les questions tendancieuses, ça a tout de suite affiché, c'en est une qui force les répondants à avouer une information qui n'est pas nécessairement exacte ou, peut-être que je devrais dire, avec laquelle ils ne sont pas nécessairement d'accord. Hein? Et le problème avec ça, c'est que les gens vont s'en rendre compte et ça peut, selon la question, surtout si c'est des questions sensibles, disons, ça peut augmenter les chances que les répondants vont se frustrer avec votre sondage puis abandonner votre sondage. Alors, vous vous souvenez, il y a... C'est-tu l'année dernière? Je me perds un peu dans le temps, là, mais récemment, il y a eu toute des nouvelles sur des photos qui sont ressorties de notre premier ministre qui... donc Trudeau à ce point-là, si jamais on écoute, si jamais quelqu'un regarde ces PowerPoint-là à un moment où c'est un premier ministre différent, mais Trudeau et le blackface, vous vous souvenez probablement, il y a des photos qui sont ressorties où est-ce que il s'était peinturé le visage et même tout le corps quasiment en noir, et il y a des vidéos aussi, et ainsi de suite. Bon, je ne veux pas me prononcer là-dessus ici, mais l'idée étant que vous pouvez être sûr qu'il y a eu énormément de sondages qui ont été faits, de firmes politiques, de sondages politiques, qui ont sondé les Canadiens par rapport à qu'est-ce qu'ils pensent de ça, et ainsi de suite, puis leur intention de vote, et ainsi de suite. Ben, imaginons une question ici, qui est, en quelle mesure est-ce que les récents comportements racistes du premier ministre, en parenthèse le fait d'avoir fait du blackface, risquent-ils d'influencer votre choix de vote? Pas du tout, un peu, moyennement, assez ou complètement.
Donc, si vous dites pas du tout ici, vous êtes en train de dire non, ça va pas m'influencer, c'est pas le genre de choses qui influence mon choix de vote. Si vous dites complètement, vous êtes en train de dire oui, c'est le genre de comportement qui influencerait mon choix de vote. Donc la mesure en tant que telle, elle n'est pas problématique dans le sens où elle est difficile à comprendre. Le problème, c'est cette formulation ici, les récents comportements racistes du premier ministre. Ça, c'est rajouté. Et c'est une question tendancieuse parce que dans cette question-là, il y a une présupposition que le premier ministre est raciste ou a eu des comportements racistes. Et ça, c'est une présupposition que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire. Certaines personnes pourraient dire oui, il a fait du blackface, mais ça ne veut pas dire qu'il est raciste. C'est juste peut-être juste qu'il ne savait pas ou il voulait juste faire une blague ou quelque chose comme ça. Et d'autres personnes pourraient dire oui, c'est raciste, je crois qu'il est raciste. Mais l'idée, c'est que c'est pas à la question à dire si le premier ministre est raciste ou non. Ça serait à une future question de mesurer si vous pensez que ces comportements-là sont racistes. Mais donc, quelqu'un pourrait lire en quelle mesure est-ce que les récents comportements racistes, premier ministre, puis dire, ben là, le racisme, vous êtes en train de me faire dire, peu importe ce que je réponds ici, même si je réponds pas du tout, je réponds à une question qui présuppose qu'il est raciste. Donc, c'est comme si implicitement, la question me force à accepter que les comportements sont racistes. Donc, si vous ne croyez pas que ce comportement-là était raciste, techniquement, vous ne pouvez pas le dire parce que la question vous force à admettre qu'ils le sont. Et ça peut faire en sorte que certaines personnes, par frustration pour ça, parce qu'ils ne veulent pas se faire pogner à dire des choses auxquelles ils ne croient pas, abandonnent votre sondage. Okay? Puis évidemment, ici, là, j'ai pris exprès pour prendre quelque chose qui est très controversé aussi, parce que c'est souvent dans des questions controversées comme ça qu'on va retrouver ce genre d'effet-là. Parce que si c'est pas controversé, les gens portent moins attention à ça, disons. Mais quand c'est controversé, comme si, par exemple, vous étiez quelqu'un qui est extrêmement pro-Parti libéral, puis vous travaillez même pour, dans le caucus Trudeau, et ainsi de suite, puis vous lisez cette question-là, vous allez tout de suite dire « Hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette question qui présuppose que notre premier ministre est raciste? » T'sais? Et donc, c'est un exemple de question tendancieuse qui est problématique. OK, on va se laisser ici. Dans le prochain PowerPoint, on va parler de certains problèmes qui peuvent arriver, non pas dans la façon dont les questions sont posées, comme questions tendancieuses, double négation, et ainsi de suite, mais dans l'ordre de présentation des questions. Je vous laisse avec ça.